Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire où aujourd'hui on va aborder la thématique de comment intégrer globalement l'entreprise après un master ou un doctorat. Je suis moi Maxime Leduc, le responsable du service admission chez Ionis STM. Ionis STM est une école qui recrute des profils majoritairement scientifiques à laquelle on va former à la gestion de projets. Je vous invite bien évidemment tout au long de ce webinaire, si vous avez des questions, à ne pas hésiter à les poser. On y répondra bien évidemment tout au long du webinaire. Alors, juste en amont, pourquoi on fait ce webinaire? Nous, chez Ionis STM, on est amené à rencontrer beaucoup de personnes qui ont des masters ou des doctorats scientifiques. Je pense notamment aux biologistes ou des personnes même qui ont fait de l'énergie, par exemple, et qui se posent beaucoup de questions parce qu'ils ont du mal à s'insérer même après un doctorat. Donc, on a décidé d'ouvrir une thématique un peu large, d'ouvrir un peu un débat. Pour qu'on puisse un peu discuter ensemble, j'ai la chance d'être aujourd'hui accompagné de Nicolas Brésillon, qui est le responsable pédagogique chez Ionis STM des filières en énergie et en biotechnologie, justement. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Donc effectivement, un plaisir d'être ici avec vous. Donc moi, pour me présenter très rapidement, je m'occupe effectivement plus particulièrement des filières biotechnologie et énergie au sein de l'école Ionis STM. Je suis moi-même issu d'une formation classique, master, doctorat. Puis j'ai fait de l'entrepreneuriat pour finalement créer des entreprises, les quitter pour des raisons personnelles et finalement atterrir dans cette école pour essayer de transmettre un petit peu de mon expérience en tant que manager et scientifique. Donc voilà ce qu'on va essayer de vous proposer aujourd'hui, c'est les différentes débouchés possibles après soit donc un master et une expérience professionnelle ou après un doctorat. Exactement. Alors, je te propose peut-être, Nicolas, qu'on commence globalement sur justement l'insertion professionnelle après un master ou doctorat, les différentes possibilités qui sont larges, mais qu'on va un peu détailler. Oui, alors il y a plusieurs possibilités, effectivement. Bon, alors, effectivement, on s'adresse à des gens qui sont déjà très diplômés, donc qui ont déjà une formation importante, qui ont appris beaucoup de choses. Malgré tout, ça ne doit pas empêcher de se remettre en question. Ce qu'on a appris, notamment quand on a fait ce cursus, je suis bien placé pour en parler, c'est à essayer de prendre du recul, à essayer de réfléchir un petit peu sur la manière dont on peut voir aussi son avenir professionnel. C'est plus facile à dire qu'à faire en réalité, et je crois que quelques outils très rapidement assez simples sont bons à rappeler ici. C'est-à-dire qu'il faut déjà que vous soyez sûr de ce que vous ne voulez pas faire, déjà, avant de savoir ce que vous voulez faire exactement. Commencez par éliminer les choses dans lesquelles vous n'avez aucune attirance, aucune affinité, pour lesquelles vous êtes certain de ne pas pouvoir vous épanouir. L'idée de cette orientation ou de ces conseils qu'on souhaite vous donner, c'est vraiment de vous donner les astuces pour trouver la meilleure débouchée possible pour votre avenir professionnel. Donc, réfléchissez à ce que vous ne voulez pas faire, ce sera déjà une bonne chose, un premier pas de franchi. Ensuite, vous pouvez accentuer le fait de mettre vraiment le focus sur vos points forts, vos hobbies, voilà, tout ce qui vous fait avancer dans la vie et ce qui vous fait voilà, vous lever le matin. Parce que l'idée, c'est de trouver un job que vous allez faire pendant plus de 40 ans et sur lequel il va falloir que vous puissiez vous épanouir. Donc, cherchez les choses qui vraiment vous motivent. Donc, faites ce travail sur vous-même. Ça peut paraître bateau, simple, mais c'est un travail qu'on peut tous faire sur soi. Si on continue la rétrospective ou l'introspective, on peut aussi s'inspirer des gens qui nous entourent.
pour prendre exemple sur des gens qui nous inspirent, qui font quelque chose dont on se dit qu'on aimerait bien être à leur place, à contrario de gens qui font des métiers pour lesquels nous n'avons aucune attirance. Donc ça, c'est un premier pas dans la réflexion. Si on passe à la suite, on passe sur les différents cursus. C'est ça exactement. Je voulais juste préciser, parce que là on est sur une conférence qui va être plutôt dédiée, enfin un webinaire pardon, qui va être plutôt dédié au master et au docteur. S'il y a des personnes qui ont des cursus un peu plus différents des licences et tout, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. On pourra aussi développer un peu plus cette partie, parce que c'est vrai qu'on a fait un cursus licence, mais on a eu des profils docteur ou master, donc on peut élargir un peu le sujet. En effet, Nicolas, on va parler maintenant de l'insertion finalement qui est pas toujours évidente, même après un doctorat finalement. Oui, non, c'est pas une évidence, effectivement. Donc, si vous êtes là, c'est que probablement vous avez réussi le cursus jusqu'au master, que vous avez peut-être même poussé jusqu'au doctorat. Donc, quand on a un master, bah, les principales débouchés, finalement, c'est des emplois assez technique, si on veut schématiser un petit peu l'analyse, pour devenir, si on parle de recherche publique, des ingénieurs d'études ou des ingénieurs de recherche dans des grands labos et participer à l'avancement de la science. Donc c'est tout à fait louable. Après, si on compte continuer dans cette voie, on s'oriente vers le cursus supplémentaire qui est d'aller jusqu'au doctorat, qui est un cursus d'excellence, il ne faut pas le nier, où il y a très peu d'élus déjà, il faut aller jusqu'au bout, il faut s'investir énormément. Je sais que c'est très coûteux en termes d'investissement, voilà, autant intellectuel que aussi au niveau du temps qu'on y passe tout simplement pour travailler. C'est des semaines. Les 35 heures, ça n'existe pas pour faire un doctorat, mais ça, je pense que vous le savez si vous l'avez fait. C'est la voie d'excellence, c'est ce qui permet de faire de la recherche, mais on voit qu'au fur et à mesure des années, là, on vous met juste une petite illustration sur environ un laps de temps de 10 ans, on voit qu'à peu près en 10 ans, on a perdu énormément de gens qui vont pousser du master jusqu'au doctorat. Alors, pourquoi les réponses, on va essayer de vous aider à les avoir au fur et à mesure de la présentation, mais principalement parce que les débouchés sont compliqués et que la sélection, même une fois qu'on est docteur S sciences, en l'occurrence, qu'on a notre PhD en poche, ne sont pas simples. Donc ça, je pense que vous êtes tous assez bien placés pour le savoir et on l'a tous expérimenté. Ok, parfait. Je te propose justement qu'on détaille un peu plus justement quelles sont ces difficultés et essayer de l'expliquer du moins un peu plus sur quelques exemples concrets de ton expérience et de ce qu'on voit aussi au quotidien chez Unicester. Oui, alors je ne suis pas un exemple pour le coup, mais je peux parler de mon expérience. Mais effectivement, ce qu'on peut voir, si on fait une étude globale et attestée par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est qu'à 5 ans après l'obtention de son PhD, 45% des docteurs S sciences sont encore en contrat précaire. C'est-à-dire qu'ils sont encore en postdoc, en fait, pour dire les choses clairement. Ils sont encore dans des pays étrangers, pour la majorité, à essayer de publier, à essayer d'avoir la meilleure publication avec le meilleur impact factor, et pour pouvoir ensuite postuler à un poste de chercheur, que ce soit en France principalement ou ailleurs. C'est un parcours vraiment compliqué et qui n'est vraiment pas fait pour tout le monde. Déjà, à la base, c'est une vocation qu'il faut avoir, mais la vocation ne suffit pas. Ensuite, il y a une vraie sélection qui se fait. Donc, le constat est là, 45% sont encore en contrat précaire, en postdoc ou autre, après l'obtention de leur doctorat. Donc, l'idée, c'est quand même d'essayer d'arriver sur l'obtention d'un travail
moi j'ai fait ce choix quand j'ai choisi d'arrêter le postdoc pour créer une entreprise. C'était parce que aussi, même si j'ai eu une opportunité, ça c'est une question très personnelle, de me lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'était aussi pour donner un sens un petit peu plus concret à ma carrière professionnelle. Donc, je me suis orienté là-dessus, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas un exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des chiffres publiés par le gouvernement, on a des taux de personnes qui sont malheureusement au chômage après 5 ans après avoir eu leur doctorat, qui sont assez importants. On est autour de 14% pour les gens qui sortent d'un doctorat, on est autour de 8% pour les gens qui sortent d'une école d'ingénieur, autour de 9% pour les gens qui sortent d'une école de commerce et autour d'environ 13% pour les gens qui sortent d'un master de manière globale. Alors, pour les plus attentifs, vous remarquerez qu'on a mis une autre stat qu'on détaillera peut-être un peu plus tard. Les pourcentages sont un petit peu différents quand on sélectionne des écoles spécifiques avec des formations spécifiques comme la nôtre. Donc, l'idée, c'est que si vous faites votre doctorat, vous pouvez envisager différents types de postes. Intégrer les entreprises privées ou le milieu de la recherche, comme on l'a dit, c'est très compliqué, c'est très compétitif. Il y a finalement très peu d'élus. Il y a aussi des postes d'enseignants qui se dégagent, mais faire un doctorat pour être prof au collège ou au lycée, c'est tout à fait noble, mais ce n'est pas forcément l'idéal qu'on s'était fixé au démarrage de sa poursuite d'études. L'autre chose sur laquelle on voulait attirer votre attention, c'était que cette formation doctorale, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne permet pas forcément une montée en compétences aussi rapide que d'autres types de formations. C'est-à-dire qu'après 5 ans également d'expérience, le pourcentage de gens qui sortent d'un doctorat et qui occupent des postes à responsabilité, donc des cadres avec des responsabilités, n'est pas si important que ça, et moindre que des gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs ou qui sortent même d'écoles de commerce. Il est un peu supérieur à la moyenne des masters au sens global du terme, et toujours ce petit histogramme bleu clair sur lequel on reviendra, il est par contre bien inférieur à certaines écoles spécialisées comme la nôtre. Donc, si la question c'est que faire si on se trouve dans une impasse? Donc, je me pose moi-même la question, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Si on est dans une impasse, il faut envisager deux types de sorties. Une reconversion, une réorientation, une formation en autodidacte. Je vais revenir sur moi, mais effectivement, moi, je me suis formé tout seul au management et à la direction d'entreprise. Mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus rapide et ce qui est le plus efficace. Malgré tout, si on y met tous les ingrédients, on peut arriver à son but. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être aussi des solutions que des personnes choisissent, puisqu'après un doctorat, se dire qu'on va peut-être retourner à l'école, ça peut aussi faire, entre guillemets, peur ou d'autres choses, enfin, de se dire finalement on a un doctorat et pourquoi refaire une formation encore. Effectivement, c'est une formation d'excellence, il ne faut pas le nier. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il me reste à apprendre après autant d'années d'études, autant de travail fourni. Qu'est-ce qu'il reste à apprendre dans leur domaine spécifique? Chacun de nos auditeurs ou de nos téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit du coup, ils n'ont plus grand-chose à apprendre. Après, il y a des domaines un peu plus transverses qui permettent de mieux s'intégrer dans des sociétés, et là, il y a des choses qu'on peut encore apprendre, soit par des reconversions, soit en choisissant des écoles spécifiques. Écoute, tu as bien intronisé du coup les solutions qui pouvaient aussi intégrer des personnes qui ont un master ou un doctorat. Alors,
Juste pour vous parler un peu plus en détail de Ionis STM, donc qui veut dire un School Technology and Management, je voulais dire un peu en préambule, on forme nous des scientifiques, aussi bien des personnes qui, enfin, on recrute à partir de Bac plus de validé, on va former des personnes qui ont des licences, des masters et des doctorats à de la double compétence, donc technique, et on va leur apprendre toute la partie gestion de projet. On a pour les docteurs un cursus qui est spécialement adapté, hein, qui est le MBA intensif, qui forcément est un temps un peu plus court de formation par rapport aux formations initiales, hein, qu'on a, puisqu'on est à peu près sur du 4 mois et demi de formation, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 4 mois même. Hein. 4 mois, c'est entre 3 et 4 jours de cours par semaine, ça peut être 5 de temps en temps. Et l'objectif va vraiment, du coup, être de les former à la gestion de projet lié à leur secteur d'activité. Exactement ça, oui. Voilà. Donc c'est quelque chose de très ramassé, de très intensif, comme son nom l'indique. Donc c'est pas tout le monde n'est pas éligible. C'est un cursus d'excellence, encore une fois, donc qui accueille des gens d'excellence et qui ont soit un doctorat, qui ont donc appris à travailler beaucoup, à travailler bien, soit des gens qui ont déjà un master et plusieurs années d'expérience professionnelle en relation avec le métier et la filière pour laquelle ils postulent, que ce soit l'énergie ou la biotechnologie, sur lesquelles on va un peu plus parler aujourd'hui. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde, ce n'est pas facile non plus, mais c'est un cursus intensif qui vous permet d'acquérir l'ensemble des outils qui peuvent vous manquer pour intégrer une entreprise à un haut niveau de responsabilité dès la fin du cursus. C'est vrai. Et on est d'ailleurs sur un diplôme reconnu par l'État, un RNCP, soit de manager en biotechnologie ou de manager en énergie, hein, chez Ionis STM. Exactement. Donc là, on vous a mis une slide pour vous expliquer un petit peu le cursus au sein de l'école, plus particulièrement de notre école, donc Ionis STM. L'idée, c'est effectivement de mettre dès le début, de vous proposer une solution complète, clé en main, pour mettre en place une double compétence. La première compétence, que ce soit en biologie ou en énergie, vous l'avez. Si vous êtes docteur en biologie, si vous êtes ingénieur en énergie, que vous avez des années d'expérience, vous avez cette compétence technique. On ne va pas la laisser complètement de côté. On va travailler dessus, on va continuer à s'appuyer dessus pour la mettre en pratique dans l'application de projets professionnels. Donc, pendant ces 4 mois, vous serez amené à faire un ensemble de projets professionnels, de mener à bien un ensemble de projets professionnels. Vous suivrez des cours qui sont donnés par des gens, des professionnels de grandes entreprises ou de start-up, peu importe, mais en tout cas des gens compétents qui vous parleront des outils qu'il faut appliquer pour rendre au jour le jour des projets que eux-mêmes sont à même de devoir rendre dans le cadre de leur métier. Donc, comme tu l'as dit, Maxime, ça se passe dans le cadre d'un diplôme reconnu RNCP, donc reconnu par le ministère du Travail et français, effectivement. Et l'idée principale, c'est de déboucher assez rapidement, même très rapidement, sur une embauche. Donc là, on a souhaité vous mettre un petit graphique pour récapituler un peu le taux d'embauche à la suite de notre formation, qui est pour le coup très significatif, étant donné que plus de 80% des gens qui sortent de notre formation, et a fortiori de la formation intensive, sortent de leur stage avec une embauche derrière. Donc, ils ne vont pas au chômage ou quoi que ce soit, ils sont embauchés. Ceux qui devraient prendre un peu plus de temps pour des choix personnels ou autres, en général, ça se règle assez vite, vu que 95% trouvent une embauche à moins de 6 mois. Donc, on est sur des statistiques qui sont largement supérieures à ce qui est proposé sur des statistiques nationales qui prennent en compte effectivement l'ensemble des masters, donc c'est assez global, mais qui sont bien inférieurs et qui donnent des taux d'embauche à 18 mois de 60%. Donc voilà, donc ça c'est l'idée de cette école, c'est de proposer quelque chose
pour un projet professionnel clair et une débouchée effective à la sortie. C'est vrai que c'est très intéressant, hein. On a d'ailleurs une question que j'ai vue en parallèle qui est en lien avec ce que tu viens de dire, c'est comment finalement être sûr d'avoir une embauche en sortie de cette formation. Puisqu'on a mis des taux d'insertion, c'est vrai qu'ils sont élevés. Peut-être par rapport à ton expérience depuis que tu es chez InSystem, tu as vu des... Oui, effectivement. Alors les taux sont très élevés. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là. C'est parce que je crois en cette école et je crois en la capacité à l'équipe encadrante, enseignante, administrative à vous proposer un cursus qui permet de déboucher sur une embauche. Comment ça se concrétise? Ça se concrétise assez facilement quand on est responsable pédagogique, c'est-à-dire qu'on participe à une bonne partie des soutenances de fin de stage. Donc à ce moment-là, on a les candidats qui viennent soutenir leur stage, qui viennent terminer leur cursus, accompagnés de leur maître de stage. Et on se rend compte à ce moment-là, il y a une partie très formelle, il y a une partie un peu plus informelle sans le candidat avec le maître de stage, et quand on discute avec les gens des entreprises, et on vous parlera un petit peu de nos entreprises partenaires, c'est vraiment les fleurons des entreprises françaises et internationales. Ils sont satisfaits de la formation qu'on donne ici. Donc ces taux d'embauche à la sortie, ils ne sortent pas de nulle part, c'est-à-dire qu'on vous forme à des choses qui sont essentielles, qui sont professionnalisantes, qui vous donne les outils pour vous intégrer dans l'entreprise. Donc voilà, ça c'est un retour d'expérience assez simple en fait des différents... Qui est très concret. Voilà, très concret, effectivement. C'est vrai que c'est ce qu'il nous faut, Nicolas. Parfait. Je te propose qu'on enchaîne alors du coup puisqu'on a un peu abordé le sujet là, dans ta réponse, justement les secteurs, on va détailler un peu plus la suite qui recrutent. On va commencer peut-être par la biologie et la chimie. Oui, alors là, on va effectivement, là, on va essayer on va dichotomiser un petit peu la présentation. Ça va pas être très très long, mais on va vous parler biologie d'un côté, énergie de l'autre. L'école fait en sorte de mélanger l'ensemble des gens pour qu'ils apprennent à travailler ensemble et apprennent chacun les uns des autres de leurs compétences. Mais effectivement, les cursus sont quand même un petit peu séparés. Pour ce qui est de la biotechnologie, on va former principalement des futurs chefs de projet dans 3 domaines principaux qui sont la santé, pour 70% des cas, l'agroalimentaire, 15%, et la dermocosmétique, 15%. Pour ces 3 secteurs, on ajoute également, je ne l'ai pas mis ici, on ne l'a pas mis ici, mais la partie consultance. Dans tous les cas, effectivement, notre formation permet d'intégrer des postes de consultants en santé, en agroalimentaire ou en cosmétique. Donc, ces secteurs se divisent, contiennent tous des départements différents qui conduisent tous à la production, à la mise en place, soit d'une nouvelle molécule, d'une nouvelle solution, voilà, d'une nouvelle approche thérapeutique. Et l'école cherche à former des gens qui sont capables, qui seront capables d'intervenir à différents stades de ce cycle de développement, par exemple, d'une nouvelle molécule pharmaceutique. Alors, on peut parler de vaccins, si on veut rebondir sur l'actualité actuelle. Effectivement, en ce moment, il y a beaucoup d'émulation autour de la recherche pour trouver des nouveaux vaccins, pour ne pas le citer, pour le virus qui nous embête en ce moment. Voilà, nous allons former des gens qui seront capables d'intervenir de manière transverse sur l'ensemble du cycle de vie du produit, c'est-à-dire de la recherche au développement, passant par la production, jusqu'au marketing et à la commercialisation du produit. Des gens qui vont avoir des outils informatiques pour permettre de développer tout ce qui est digital et outils transverses pour la mise en place de cette molécule. Des gens qui vont intervenir sur le côté plus réglementaire, qui vont pouvoir permettre l'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau vaccin, par exemple. Ça n'arrive pas comme ça, ce n'est pas commercialisé comme ça, il faut que ça soit approuvé par les autorités compétentes. Des gens qui sont aussi capables
de contrôler la qualité de la production de cette nouvelle molécule ou de ce nouveau vaccin. On a des spécialisations, une spécialisation qui est plus axée sur la partie qualité et également toute la partie marketing, communication, où on va former aussi plus spécifiquement des gens dans cette école à apprendre, pour leur apprendre à vendre, à mettre en avant les spécificités, les qualités d'un produit. Très bien. Peut-être qu'on va voir un peu les métiers justement vers lesquels on peut former chez INSEE-STM à travers les spécialisations. Ouais, pour les métiers, on peut vous proposer une liste sur ce diaporama, mais qui n'est pas exhaustive, mais c'est une liste de métiers sur lesquels on a un retour d'expérience, c'est-à-dire sur lesquels on a l'habitude de voir nos élèves s'orienter, donc en fonction de leur spécialisation, que ce soit plus marketing, plus informatique, plus qualité, ils vont s'orienter vers différents métiers qui peuvent être des community managers, qui peuvent être des responsables d'études cliniques, ou des responsables qualité. Tous ces métiers sont accessibles. La particularité, le point commun de tous ces métiers, c'est qu'ils sont tous orientés autour du chef de projet. Voilà. Vous êtes un chef de projet. Ça veut dire quoi un chef de projet? Ça veut dire que vous n'êtes plus un technicien, vous n'êtes plus un ingénieur, vous n'êtes pas non plus un commercial. Vous êtes quelqu'un qui va être capable de parler à la fois au côté scientifique, technique, à la fois au côté commercial, vente, financier, et vous êtes une interface entre tous ces gens-là pour faire en sorte que le projet puisse aller de la définition, du cahier des charges, au rendu final. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, il faut avoir beaucoup d'outils pour réussir à faire ça. Mais c'est l'objectif de la formation proposée par INSEE-STM que de vous apprendre les outils pour vous aider à devenir chef de projet. Très bien, merci Nicolas. On va passer du coup peut-être sur l'autre partie. Ah non, les entreprises, pardon, j'ai oublié ce qu'on a dit. C'est vrai qu'on allait pouvoir proposer aussi des exemples un peu plus concrets, c'est l'objet de ce webinaire, sur les entreprises avec lesquelles on peut travailler en bio et en chimie par exemple. Concrètement, effectivement, on peut vous présenter une slide comme celle-ci, très rapide, mais l'idée, c'est de savoir qu'on est en relation avec plus de 1300 entreprises, qu'en fait, on travaille plus ou moins directement avec quasiment toutes les entreprises du domaine, évidemment avec les géants de la pharmaco, comme Johnson & Johnson, Pfizer, Sanofi, etc., les géants de l'agroalimentaire comme PepsiCo, Danone et autres, et même de la dermo-cosmétique. Donc, nous avons déjà, et nous continuons et nous continuerons à travailler avec eux. Et c'est vrai que pour mettre en place ce type de collaboration, ça repose sur une confiance mutuelle et voilà, continue du fait qu'on réussit à placer des étudiants qui finalement sont souvent embauchés dans ces entreprises. Et bien là, pour le coup, je te propose qu'on passe à l'autre partie du webinaire sur l'autre thématique, donc physique, énergie, électricité. Alors, bien évidemment, sur les mêmes thématiques, on va commencer un peu par les secteurs qui recrutent et on déroulera après la suite. Oui, donc on va essayer de ne pas être trop long parce que c'est le même principe sur une autre thématique. L'idée, c'est que l'école forme sur 4 filières, digital, informatique, énergie et biotechnologie. On vous a parlé de la biotechnologie juste avant, on va vous parler rapidement de l'énergie. On a différentes spécialisations, comme pour la biotechnologie, qui vous permettent, dans le domaine de l'énergie, de vous impliquer dans différentes phases d'une nouvelle solution énergétique ou d'une solution actuelle qu'on va mettre en place ou qu'on va améliorer, que ce soit dans la partie ingénierie, que ce soit dans la partie développement, que ce soit dans la partie entretien ou mise en place. Effectivement, on aura des spécialisations qui seront, comme pour la biotechnologie, plus orientées digitales, des spécialisations qui seront plus orientées sur l'optimisation des ressources, des spécialisations plus ingénierie et une spécialisation plus marketing. Donc, en fonction de ces spécialisations, vous pourrez intégrer
différents secteurs de l'industrie de l'énergie au sens large du terme. Donc, moi, je vais juste finir du coup sur l'énergie, parce qu'il faut quand même rappeler que l'énergie en France, hein, pour rester un petit peu centré sur notre pays actuellement, c'est 50% en gros d'importation, 50% de production propre. On repose encore beaucoup sur les énergies fossiles. Alors les énergies fossiles, elles vont continuer à exister, hein, et on aura toujours des fleurons des entreprises françaises dans l'énergie comme Total et autres qui continueront d'embaucher et de proposer des emplois très intéressants. Mais même Total propose aussi des solutions axées sur le renouvelable. On voit que ça prend de plus en plus de valeur au cours du temps. On vous a mis quelques chiffres ici. Là, on a laissé 14%, mais on tend vers le 17% actuellement. Et on peut voir que si on pousse un peu plus loin la réflexion, on peut voir que le renouvelable, il y a eu un plan gouvernemental mis en place au niveau européen, en fait, aussi, pour à l'horizon 2020, arriver à 20% d'énergie renouvelable, et à l'horizon 2030, arriver à 30% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique global. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir besoin de gens, on va avoir besoin de chefs de projet qui vont être capables de proposer de nouvelles solutions énergétiques, soit de nouveaux produits, soit d'optimiser, soit de vendre des nouvelles solutions énergétiques. Donc voilà pourquoi les solutions, enfin les formations qu'on propose dans cette école ne sont pas et ne seront pas, en tout cas dans quelques années à venir, touchées par la crise, parce qu'elles sont clairement portées par le sens de l'histoire actuelle. C'est ça. Et puis je crois qu'on peut dire aussi que l'ADN finalement d'Ionis STM, c'est de pouvoir faire aussi ces programmes en lien avec les besoins du marché, comme tu viens de le dire, et aussi les besoins d'entreprise sur des nouveaux postes qui peuvent arriver, des nouvelles compétences demandées. Ouais, exactement. L'ADN pour boucler sur biotechnologie, c'est très simple, je note. C'était okay. Non, oui, c'est ça. En vrai, le travail de responsable pédagogique, c'est d'être à l'écoute des étudiants, effectivement, mais c'est aussi de proposer un cursus qui soit le plus adapté possible aux débouchés et au monde du travail. Donc, c'est-à-dire que les cours, ils ne sont pas choisis au hasard, ils sont choisis pour vous permettre d'acquérir les outils qui vont vous permettre de vous insérer dans le monde du travail. Donc oui, on est à l'écoute permanente, on fait beaucoup de veille scientifique pour ça. Parfait. Je te propose qu'on passe du coup sur les métiers vers lesquels on va former sur les filières en énergie management. Oui, bah, sur les filières pour l'énergie, c'est de manière assez simplifiée aussi, comme pour la biotechnologie. On a un panel assez large de métiers sur lesquels on peut s'ouvrir. Ça va sur de l'ingénierie, comme je l'ai dit, à beaucoup d'optimisation. En ce moment, c'est vraiment une problématique qui est importante. Comment éviter le gaspillage, etc. Mais aussi, évidemment, la digitalisation, en passant par tout ce qui est IoT, donc les objets connectés qui permettent vraiment d'optimiser la ressource énergétique et d'éviter les dépenses pour atteindre les objectifs horizon 2020-2030 que sont fixés l'Europe, tout du moins. On va passer sur la partie en entreprise, hein, maintenant, avec lesquelles aussi on peut travailler, même si j'imagine une liste non exhaustive. Exactement, j'ai dit beaucoup ce mot, je crois. Mais effectivement, oui, bah, ça c'est une slide qui parle d'elle-même. C'est comme pour la biotechnologie, voilà, il y a les grands noms de l'énergie qui travaillent avec nous. Il faut pas, on n'a pas besoin de vous les citer, vous les reconnaîtrez. Il ne faut pas oublier non plus les startups ou les PME, les TPE, les PME qui sont aussi demandeuses parfois de candidats qui viennent de notre école. Et si on sent que le projet
est suffisamment valable, stable. C'est parfois des projets qui sont très formateurs pour nos étudiants parce que ça leur permet de voir un ensemble de choses très rapidement. En 6 mois, ils ont le temps de toucher à un ensemble de domaines très vastes et c'est très formateur pour eux. Donc là, on vous cite quelques grands noms, mais il y a aussi des entreprises de taille un petit peu moindre qui ne sont pas négligeables et qui font aussi partie des 1300 entreprises qui travaillent avec nous. Très bien, parfait. Merci. Alors, je te laisse la partie sur les sources, hein, peut-être qu'on a... Oui, alors les sources, je pense qu'on vous les mettra à disposition pour les gens que ça intéresse. On va pas s'éterniser dessus. Je ne vais pas vous lire l'ensemble, mais effectivement, les chiffres ne sortent pas de nulle part. On est quand même une école sérieuse, technologique. Ça fait partie aussi des projets. Quand ils ont des projets à livrer aussi, il y a toujours... Ouais, mais je pense que là, pour le coup, quand on a un master ou un doctorat, on sait ce que c'est qu'une bibliographie. Donc, vous pourrez retrouver et avoir un peu plus de renseignements si vous voulez fouiller un petit peu plus là-dessus. Et maintenant, je pense qu'on va peut-être s'ouvrir plus. Je vais te laisser la main sur la foire aux questions. Merci, voilà, je vais, en effet, je vois qu'on a des questions. Alors, première question, je suis en Master 2 chimie et ce que le cursus MBA intensif est possible en contrat d'apprentissage. Alors, ça c'est une vraie question pour le coup qu'on a souvent. Je vais te laisser répondre ça. Ah, j'allais dire à la place des merci Nico. Alors, il n'est pas accessible en alternance ce cursus. Alors tout simplement, la réponse est claire, c'est que vous êtes sur un format assez court. On l'a dit, 4 mois, vous allez avoir à peu près le même rythme que les personnes qui suivent la formation MBA d'ordre initial sur 8 mois. Et il y aura bien évidemment le même nombre de projets. Quand on regarde le nombre de projets chez Unisystem, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, donc peut-être aussi que cette question de possibilité de le faire en alternance, il y aura entre 25 et 30 projets quand même à réaliser. C'est pour ça aussi qu'on recrute des personnes sur le MBA intensif qui ont déjà un bac+5 ou avec une expérience professionnelle significative, ou des doctorants qui ont, comme l'a dit Nicolas, l'habitude de ne pas faire des semaines finalement de 35 heures et de pouvoir allier pratique à l'école et aussi travailler sur les projets, ce qui va être aussi assez important dans la partie justement gestion de projet qui manque majoritairement aux étudiants qui nous rejoignent. Ouais, je pense que en clair, vous n'avez pas le temps en fait. Si vous faites un intensif MBA chez nous, vous n'avez pas le temps de faire un emploi, une alternance à côté. Voilà, un petit emploi le week-end, je ne sais pas, peut-être, mais pas une alternance en bonne et due forme en tout cas. Voilà. Par contre, on peut préciser qu'à la fin de la formation, il y a 6 mois d'expérience professionnelle à valider, alors qu'ils peuvent être un stage, un CDD, CDI. Et qui sont rémunérés forcément, et qui sont rémunérés à un salaire minimal de 592 €, ça c'est la loi, mais en pratique, dans notre école, quand on est un MBA intensif, c'est pas du tout à ce niveau-là qu'on négocie son salaire pendant le stage, c'est au-delà des 1500 €. Donc effectivement, une fois les 4 mois de cours passés, on embraye sur un stage rémunéré dont on peut négocier le salaire, donc qui peut être un stage, effectivement, qui peut déjà être un CDD ou un CDI, effectivement. Donc bon, voilà, nous, l'alternance, non, malheureusement. Alors, combien coûte une formation de 4 mois qu'un doctorant pourvu par Ionis STM, c'est ça? Ok. Alors, j'imagine que c'est le coût de la formation du MBA intensif, la question. Alors, les tarifs, à savoir, sont disponibles sur le site. Hein, je vous invite à y aller. On est sur le MBA intensif sur du 8 000 € à peu près, sur le cursus MBA intensif. Il y a évidemment plusieurs possibilités de financement. Hein, pour des personnes qui ont déjà travaillé, par exemple, il est possible de financer via des CPF, hein, donc des comptes personnels de formation. Il y a des dossiers de financement aussi qui se font également via des organismes, pardon, comme le fonds GESIF ou encore Pôle emploi. Et bien évidemment, on a aussi des partenariats bancaires le cas échéant, mais c'est vrai que c'est des formations finalement qui se rentabilisent entre guillemets assez rapidement
avec l'insertion professionnelle. Oui, et je crois que d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais en termes de salaire en sortie, on est quand même sur des fourchettes assez hautes par rapport à moi. Oui, effectivement, on n'a pas parlé de ça, mais si vous souhaitez postuler à l'école, on rentrera dans le détail avec vous et c'est plutôt encourageant. Voilà. Exactement. Alors, une question un peu longue. Comment faire lorsqu'on connaît mal les métiers disponibles sur le marché du travail et ainsi choisir la formation qui permettra de trouver celui-ci, de trouver celui qui nous correspond et dans laquelle nous épanouir. Alors, pardon, je lis un peu de loin et je vais bientôt avoir des lunettes, donc c'est pour ça que mais rassurez-vous. Je vais avoir des questions si tu veux. Parce que ouais, c'est vrai que Nicolas, t'es une meilleure vue que moi, c'est ton côté scientifique. Exactement. Non, bon, je pense qu'on a commencé à essayer de répondre sur le début de la présentation. C'est pas simple, effectivement, mais la formation vous aide aussi à ça. C'est-à-dire que, effectivement, quand on choisit un intensif MBA, ça va vite, on n'a que 4 mois, mais si vous décidez de candidater, vous avez un processus d'admission qui est assez complet et qui vous permet de discuter de votre orientation professionnelle. Donc, vous avez différents rendez-vous. Vous avez des rendez-vous avec le service admission qui vont vous présenter plus en détail l'école que ce qu'on l'a fait là, parce que là, on est plus dans un cadre d'un webinaire où on a essayé de vous présenter quelque chose d'assez large. Donc, en cadre de réunion d'information, vous aurez plus de détails spécifiques à notre école, ce qui pourra déboucher sur un entretien pédagogique avec un responsable pédagogique qui vous parlera de votre filière et qui sera prêt à répondre à toutes vos questions sur les débouchés éventuels, et qui s'enchaînera également avec un entretien d'orientation professionnelle, souvent avec le responsable du service admission, donc Monsieur Leduc, ou avec la directrice de l'école, Madame Francard. Et là, vous parlerez clairement de qu'est-ce que vous voulez faire et à quel point le choix de spécialisation et de venir dans notre école est pertinent ou non. Suite à tous ces entretiens, on décidera tous ensemble, en commission. On en a fait une il y a 1 heure à peu près, la dernière. Exactement. On en fait très régulièrement. On se réunit tous, on ressort vos dossiers, on les étudie, on donne tous nos avis. Et si on est persuadé que votre projet professionnel, votre profil, votre capacité à vous investir sont tous au rendez-vous, alors on vous accepte dans l'école et on prend le pari avec vous de vous emmener non pas jusqu'au diplôme, ce qui nous intéresse assez peu, pour être franc, surtout si vous avez déjà un master ou un doctorat, mais jusqu'à l'emploi, et l'emploi qui vous plaira. C'est sûr, et peut-être qu'on peut aussi préciser pour la question de cette personne, c'est aussi un peu la rassurer, puisque finalement, enfin, moi j'en suis le premier témoin, comme tu l'as dit, je suis un peu la première étape, la porte d'entrée avec mes collègues Florian et Kevin au service admission. On a finalement beaucoup de personnes qui n'ont pas toujours des projets professionnels définis et qui peut-être n'ont pas connaissance des métiers qu'on fait. C'est vrai que c'est en discutant, comme tu le dis, lors de bilan, de choses qu'on va aussi pouvoir voir les opportunités. Ce qui est tout à fait logique, puisque la majorité des personnes qui nous rejoignent n'ont pas fait de gestion de projet, de marketing, des choses comme ça. Donc, on ne peut pas finalement penser faire des métiers en intégrant ces compétences. Bien sûr, non, c'est fait pour ça en fait. C'est fait pour en discuter et pour évaluer avec vous les meilleures opportunités. Alors, ce processus intervient avant de s'engager auprès de l'école. On parle du processus d'admission, j'imagine. Si on parle du processus d'admission et engagement, ça dépend ce que vous entendez par engagement. Si vous parlez d'engagement, inscription à l'école, oui, ça intervient avant, parce que forcément, vous aurez tous ces rendez-vous, ces bilans pédagogiques, ces entretiens d'orientation, avant qu'on vous donne l'avis finalement de l'école, c'est-à-dire et à partir du moment où vous recevez l'avis de l'école, là on vous a dit tout à l'heure, on a fait une commission, il y a des gens qui vont recevoir une aide d'acceptation, des gens qui vont recevoir un refus motivé, on va leur expliquer pourquoi, il y a des gens qui vont recevoir une acceptation sous condition, voilà, donc ça se passe avant le processus de discussion, d'explication, de choix de l'orientation, ça se passe avant, effectivement, la décision de vous accepter ou non dans l'école, et après, votre engagement, pour le coup, dans l'école. Alors, pour les étudiants étrangers
ont les mêmes droits, sachant qu'ils ont eu leur diplôme en France. Ok, donc c'est plus sur... oui, il n'y a pas de différenciation chez Ionis STM, que vous ayez votre diplôme à l'étranger en France, que vous soyez étudiant à l'étranger. On est sur le même processus d'admission. On a souvent des questions sur aussi la validité des diplômes étrangers, notamment. On a des personnes souvent qui ont des Master 2, qui candidatent en Master 1, Nicolas, chez nous, qui ont des doutes peut-être légitimes. Hein. Alors sachez que nous, je pense qu'on fait un bilan de compétences justement qui permet de voir, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles, hein, que ce soit en France, mais aussi un peu partout dans le monde, donc on ne peut pas non plus nous dire qu'on connaît toutes les écoles. Donc l'objet de ce bilan de compétences, c'est un peu de voir ce qu'a parlé Nicolas tout à l'heure, la première compétence que vous avez, par exemple sur la partie biologie ou énergie, est-ce que vous maîtrisez les bases, les bases qu'on attend à ce niveau-là. Et en effet, si vous avez les bases, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir intégrer en MBA 2. Oui, il n'y a pas de, disons les choses clairement, il n'y a pas de discrimination à l'école. On n'est pas plus spécifiquement axé sur des écoles parisiennes ou d'autres régions de la France ou d'un autre pays, peu importe. Nous, ce qui compte pour nous, c'est l'entretien qu'on aura, les entretiens qu'on aura avec vous, et le sentiment qui se dégagera de ces entretiens, et sentiment qui sera peut-être et sûrement d'ailleurs différent en fonction de l'entretien, si vous l'avez vu avec moi, et ensuite avec Monsieur le Duc, et ensuite peut-être avec Madame Francard. Mais c'est pour ça qu'après il y a des commissions, et on en parle tous les trois, on donne tous nos arguments, et si on arrive à se mettre d'accord sur le fait qu'on va vous emmener vers un projet professionnel concret, alors vous serez accepté dans l'école, peu importe que votre diplôme vienne de France ou d'ailleurs. Ça, c'est pas le problème. Ça, vous serez passé par un entretien pédagogique avant pour valider vos compétences. C'est ça. Voilà. Peut-être du coup préciser que Madame Francard est la directrice de l'école. Oui, j'ai dit tout à l'heure, rapidement. C'est vrai, qui est aussi docteur en biologie pour le coup. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Écoutez, je crois qu'on a terminé, c'est parfait, on est dans les temps. Alors je voulais déjà dans un premier temps te remercier Nicolas pour cet échange qui était fort intéressant et qui est vraiment un sujet qui est d'actualité, hein, souvent chaque année qui revient, donc c'est important qu'on ait abordé ce sujet. Je voulais aussi vous remercier, vous qui nous avez regardés, vous étiez nombreux, et n'hésitez pas en tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations, à nous contacter sur le contact qui s'affiche à l'écran, donc par mail à contact@ionis-stm.com ou par téléphone au 01 53 14 59 29 si vous voulez avoir plus d'informations sur l'école. On organise également au mois de juin nos prochaines journées portes ouvertes, le 6 et le 20 juin exactement. On vous recevra bien évidemment avec toutes les mesures nécessaires au vu de la situation, hein, les distances d'1 mètre, bien évidemment les masques pour que tout soit sécurisé, et bien évidemment que vous ayez l'occasion de découvrir les locaux qui sont du coup, on peut le dire aussi, parce que c'est vrai qu'on a fait le choix, nous, de ne pas être sur Paris par exemple, mais on est sur Ivry-sur-Seine et ça vaut vraiment le coup de découvrir les locaux pour la partie... C'est un choix, on sait que centre, mais on a plus de place, c'est plus agréable. Et en termes d'espace de travail, c'est vrai que c'est très agréable. Voilà, et bien écoutez, on vous dit à très bientôt et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.